Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est samedi 13 juin 2026 et notre cher ami, notre frère, le professeur Marandi, est avec nous. Bienvenue parmi nous. Bonjour Nima. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours un grand honneur d'être dans votre émission. Je voudrais commencer par ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis, parce qu'hier, on a eu plusieurs informations venant des médias iraniens. Ensuite, il y a eu des nouvelles en Iran à propos de ce plan en 14 points. Et puis, le ministre iranien des Affaires étrangères, Araghchi, a publié un tweet disant que non, ce n'était pas le cas, que cela ne reflétait pas la réalité de la situation entre l'Iran et les États-Unis. Ce tweet a d'ailleurs été retweeté par Donald Trump, confirmant ce qu'Araghchi avait dit. Et ce qu'on sait pour l'instant concernant le détroit d'Ormuz, c'est que la nuit dernière, il y a eu des tirs. Le CENTCOM a indiqué avoir abattu 2 ou 3 drones iraniens. Il semble que le détroit reste ouvert, comme depuis le premier jour, et qu'ils font tout leur possible pour le maintenir ainsi. Je pense qu'il vaut mieux commencer par le détroit d'Ormuz, parce que le CENTCOM a déclaré hier soir que le détroit était ouvert. La veille, ils avaient dit la même chose. Quelle est donc la situation actuelle dans le détroit d'Ormuz? Eh bien, c'est sûrement ouvert pour les poissons. Mais pour les navires, je ne suis pas vraiment sûr. Et d'ailleurs, vous savez, quand Trump a dit il y a quelques jours qu'ils avaient un projet secret pour aider des navires à sortir du détroit d'Ormuz, tout ça, c'était du n'importe quoi. Ils n'ont pas réussi à faire passer un seul navire pendant toute cette période. Et s'ils avaient vraiment pu le faire, s'ils étaient sérieux, si c'était vrai, il leur suffirait simplement de donner les noms des navires. Parce que, dans le golfe Persique, tous les navires sont connus. Ils ont un nom, un capitaine, un équipage, une cargaison. Ils sont partis d'un port précis et se dirigent vers un autre. On sait exactement quel navire est où et vers quelle destination il va. Alors, si les Américains ont aidé 2 navires, 3, 10, 100 ou même 200, eh bien, chacun d'eux a un nom. Ils pourraient dire, eh bien oui, tel ou tel navire qu'on a aidé à passer par le détroit d'Ormuz est maintenant en route vers tel port, dans tel pays. Mais ils ne le feront pas, parce qu'ils savent que c'est faux. Et hier soir, apparemment, ils ont encore essayé d'encourager un navire, au moins un, à traverser, et les Iraniens l'ont de nouveau bloqué. Et d'ailleurs, à chaque fois que les Américains abattent un drone bon marché, ils dépensent peut-être 30 ou 40 fois plus d'argent que les Iraniens n'en dépensent pour tirer ces missiles. Donc, rien n'a changé. Ce que je peux dire en revanche, c'est que les déclarations faites hier soir à la télévision par le ministre des Affaires étrangères sont plutôt exactes. Je veux dire, elles sont exactes. On m'a dit qu'il faisait référence dans son tweet au rapport de l'agence Mehr News. Il parlait de façon générale. Ce n'était pas forcément pour dire que Mehr News ou qui que ce soit d'autre avait tort. Mais si on regarde les propos qu'il a tenus lui-même à la télévision, même s'il a dit, comme on en parlait avant l'émission, qu'il ne donnerait pas de détails, eh bien, il en a donné quand même. Et ces détails, comme vous avez pu le voir, étaient assez proches de ce que Mehr News avait publié. Donc, globalement, je dirais que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 ou 3 semaines, on était tout près d'un accord. On en a déjà parlé, on a évoqué ce que les Iraniens obtiendraient, ce que les Américains voulaient, et tout ça. Vos téléspectateurs ne sont peut-être pas aussi familiers avec ces discussions que moi, donc je ne vais pas entrer dans les détails. Mais ensuite, les Américains ont ajouté de nouvelles exigences. Et les Iraniens ont dit, on ne touche pas à ça. Puis les Américains ont commencé à faire pression sur l'Iran. Netanyahou a menacé de bombarder Daïa, puis il a bombardé Daïa. On sait tout ce qui s'est passé ensuite.
Et l'Iran a frappé Israël très durement. Le régime israélien a riposté. J'ai entendu quelqu'un dire, je crois que c'était sur une autre émission, l'animateur m'a dit, je ne me souviens plus qui exactement, mais il m'a dit que les Israéliens avaient frappé l'Iran très fort. Ce n'est pas vrai. Ils ne l'ont pas frappé fort du tout. Mais en tout cas, le fait qu'ils se soient abstenus de bombarder à nouveau Dahiya, pour moi, ça montre bien qu'il y avait l'avantage dans l'échange entre l'Iran et Israël. Mais ensuite, les Américains aussi ont commencé à attaquer l'Iran, la nuit, à plusieurs reprises. On s'en souvient tous. Et à chaque fois, les Iraniens ont répliqué très durement. Alors ensuite, je crois que c'était mercredi. Je suis vraiment nul pour ce genre de choses, j'oublie toujours. Mais oui, mercredi, je suis presque sûr. La délégation qatari est venue en Iran et a informé les Iraniens que ces exigences supplémentaires étaient retirées. En gros, on est revenu à la situation d'il y a 2 ou 3 semaines. Autrement dit, les Américains ont essayé d'imposer quelque chose de nouveau, les Iraniens ont dit non, les Américains ont mis la pression à travers le régime sioniste, avec leurs attaques dans le détroit d'Ormuz, sur les îles et même sur le territoire iranien. Et ça n'a rien donné. Mais après que les États-Unis ont retiré ces demandes, c'est là que Trump a dit qu'il allait frapper l'Iran et se retirer. Il avait l'air, il semblait ivre et il racontait vraiment n'importe quoi. Et puis cette nuit-là, c'était la dernière attaque et l'Iran a riposté violemment. Et pour la première fois, ils ont aussi frappé Oman, pour la première fois depuis la guerre, depuis les jours de guerre de 1939. C'est toujours la même guerre, en réalité. Bref, les Iraniens ont répliqué très fort, mais il semble assez clair ce qui s'est passé. Trump a retiré ses exigences, mais il ne voulait pas paraître faible. Alors, il est arrivé en disant « Je vais détruire l'Iran », pour pouvoir ensuite, après l'attaque, dire que quel que soit l'accord qui en sortirait, il l'aurait obtenu en position de force et qu'eux étaient faibles. Les Iraniens étaient faibles. Et bien sûr, ça n'a pas marché. La réponse iranienne a été très dure. Mais en tout cas, le contenu de l'accord est assez clair. Je veux dire, si quelqu'un veut suivre l'actualité en Iran, l'agence Fars News, l'agence Tasnim News, elle couvre plutôt bien ce genre de sujet. Et ces deux agences, Tasnim et Fars, ont toutes les deux une version en anglais, mais moi je suis la version en persan. Je consulte aussi d'autres médias, mais ces deux-là sur ce type de questions sont vraiment clairs. Donc voilà, on en est là. On ne sait pas encore s'il y aura un accord, mais je dirais que pour la première fois, à mon avis, les chances dépassent 50%. Jusqu'à présent, je n'aurais jamais pensé ça, je crois. Peut-être qu'il y a eu des moments où j'étais plus optimiste sur un accord, mais je pense que je n'ai jamais cru que les chances étaient aussi élevées. Mais certaines choses que Trump a dites, bien sûr, ne sont pas vraies. Tout est terminé? Non. Il reste encore des points à régler. Et pour autant que je sache, je n'ai pas vu l'interview du Dr Adami. Vous, je crois que oui, parce que moi j'étais en direct à la télévision pour Al-Mayadeen et je n'avais que mon téléphone devant moi. Donc pendant que j'étais à l'antenne, je regardais en même temps son interview qui durait presque 1 heure. L'émission faisait 1 heure, donc tout le temps où j'étais à la télé, je n'ai vu que le résumé. Mais il n'y aura pas de cérémonie de signature. Ce sera fait par signature électronique. Les deux parties ne se réuniront pas, et je pense que c'est la bonne décision. Je ne vois aucune raison d'être dans la même pièce que ces gens. Ce qu'il a dit hier soir, c'est que concernant les attaques américaines contre l'Iran, il a expliqué que l'administration Trump avait essayé d'imposer un enrichissement zéro aux Iraniens. L'Iran a répondu non, que ça n'arriverait pas. Et ensuite, ils ont attaqué l'Iran.
C'est bien ça. That's right. Someone told me that in a Telegram channel, Quelqu'un m'a dit que sur une chaîne Telegram en anglais, le docteur Arakchi en parlait comme si c'était de notre faute. Alors, encore une fois, je ne l'ai pas regardé moi-même, mais j'ai appelé un ami qui l'a vu, ainsi qu'un membre de ma famille, et ils m'ont dit que non, c'était pas du tout ce qu'il voulait dire. Et que c'est le droit souverain de l'Iran. Bombarder un pays simplement parce qu'il refuse d'abandonner ses droits souverains, ça n'a aucun sens. On ne peut pas reprocher à un pays de défendre sa souveraineté. Donc non, peu importe ce qu'un canal Telegram a pu dire, c'est faux. Ce qu'il a dit, en réalité, c'est que les États-Unis ont commis un acte d'agression parce que nous refusions de renoncer à notre souveraineté. Et c'est évidemment la bonne attitude à avoir. La République islamique d'Iran est le pays le plus farouchement indépendant de la planète, avec un peuple d'une résilience exceptionnelle. Je pense qu'à présent, tout le monde le sait. Et comme pour le Hezbollah, les gens devraient mieux comprendre ce qu'est la résistance et pourquoi elle est si forte et si tenace. Pourquoi, à part le Hezbollah, Ansarullah, l'Iran et quelques autres, on ne voit rien d'autre. On ne voit aucun mouvement dans notre région. Oui, je pense que les points les plus importants qu'il a évoqués, l'un d'eux, c'était le Liban. Et on sait que le Liban et les actes de résistance faisaient depuis le premier jour partie du premier point du plan, en 10 points ou en 14 points. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. Et tu as mentionné comment l'Iran, tu sais, avait lancé une sorte d'ultimatum à Israël pour qu'il n'attaque pas la Dahiya. Et au final, ça a fonctionné. Juste pour rappeler ce qui s'est passé entre l'Iran et le Liban, je pense que ce qui s'est passé entre l'Iran et Israël est très important, parce qu'Israël a attaqué la Dahiya. Ensuite, l'Iran a répondu à Israël, dans le nord du pays. Puis il y a eu une attaque israélienne contre l'Iran, et une riposte iranienne du nord au sud d'Israël. C'est ça. Il n'y a pas eu de riposte après l'attaque iranienne. 2 attaques contre Israël, une attaque contre l'Iran. Du côté israélien. C'était la réalité. Si on part du principe, je pense, que la deuxième attaque de l'Iran, dont on a vu quelques images venues d'Israël, a touché des cibles importantes en Israël, c'est pour ça qu'ils ont décidé de ne pas aller plus loin. Ensuite, on voit les États-Unis intervenir. D'après ce qu'on a vu, et d'après ce qu'a dit hier soir le ministre iranien des Affaires étrangères, il a expliqué que c'était parce que l'administration Trump voulait imposer à l'Iran cette idée d'un enrichissement zéro. Je pense que ça peut correspondre à une certaine réalité. Je ne sais pas si cette histoire d'hélicoptère Apache a un lien avec l'attaque américaine contre l'Iran. Mais ce dont je suis à peu près sûr, c'est que la deuxième attaque iranienne contre Israël a été si violente que les États-Unis ont décidé de réagir. Presque Ezra n'était pas en mesure de répondre l'Iran. Ce qu'on retient de tout ça, c'est que s'il devait y avoir une guerre directe entre l'Iran et le régime israélien, elle ne durerait pas 12 jours comme la dernière fois. Les Israéliens seraient à genoux très vite. Et ils le savent. Les Iraniens le savent aussi. Mais les Américains, eux, ne sont pas en position de se battre. On l'a vu ces dernières nuits. À chaque fois qu'il y avait une provocation, l'Iran a réagi avec une grande fermeté. Et les Américains manquent de temps. Ils manquent vraiment de temps. La crise est sur le point d'éclater et on est tout prêt. Certains, les plus pessimistes, disent que ce sera en juin. Les plus optimistes pensent que ce sera d'ici la fin juillet. Et même s'il y a un accord, il y aura quand même une crise et elle marquera le monde pendant très très longtemps. Donc, Trump a besoin d'un accord et son armée n'est pas aussi puissante qu'il voudrait nous le faire croire. L'Iran l'a bien démontré. Si l'Iran a abattu l'hélicoptère, cela montre encore une fois une faiblesse du côté des États-Unis.
Mais ce qu'on sait, c'est que les Iraniens n'ont jamais revendiqué la destruction de cet hélicoptère, alors qu'ils le font toujours quand ils frappent un avion, un drone ou une cible américaine, où que ce soit. Donc, peut-être que c'était une panne mécanique. Ou peut-être qu'il a été percuté par un drone, parce qu'il y a des drones iraniens qui surveillent le détroit d'Ormuz. C'est quand même des eaux territoriales iraniennes. L'hélicoptère a donc pu avoir un accident avec un drone. On n'en sait rien. Mais au final, Trump s'en est servi comme prétexte pour afficher sa force après son recul à la table des négociations. Sauf que ça n'a pas marché non plus. La réponse iranienne a été très dure. Et d'après ce que j'ai compris, des actifs américains importants ont été détruits. Le cas du Liban, professeur Marandi, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon? Parce que hier soir, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré qu'au fond, Israël devait se retirer totalement du Liban. C'est l'objectif final. Et je ne sais pas jusqu'où ils pourront aller dans cette direction pendant les négociations ou après les négociations. La dernière fois, on a vu Israël attaquer Nabatiyeh, dans le sud du Liban. Ils attaquent, ils détruisent, mais pour l'instant, d'après ce qu'on a vu, l'offensive n'est pas encore arrivée jusqu'à Beyrouth. Ils bombardent des maisons, ils bombardent des villes, parce que sur le champ de bataille, ça ne se passe pas bien pour eux. Vraiment pas bien. Et à cause de ça, ils se vengent sur la population. On en a déjà parlé. Alors quand vous dites Nabatiyeh, c'est une ville. J'y suis allé plusieurs fois. C'est une très belle ville, avec une population importante pour un pays comme le Liban. Et ce qu'ils font, c'est bombarder la ville, semer la mort et la destruction. Par colère, par rage, parce qu'ils sont en train de perdre. Bien sûr, même s'ils gagnaient, ils le feraient quand même, parce que ce sont des monstres sans pitié. Mais là, c'est vraiment la colère et la rage qui les animent. Et les Iraniens l'ont dit très clairement, il n'y aura aucun accord si le régime ne se retire pas. Ça ne reviendra pas à la situation d'il y a 3 mois. Pendant cette période, au final, il faut que le retrait du Liban soit total. Mais il faut aussi revenir à la situation d'avant le début de cette guerre. Et là, vous savez, il y a, je crois, 5 points où ils occupent encore le Liban. Ils doivent se retirer complètement et ils n'auront plus le droit de bombarder le Liban. S'ils ne le font pas, il n'y aura pas d'accord. Si les Américains ne libèrent pas les avoirs iraniens, il n'y aura pas d'accord. Si les Américains ne lèvent pas le blocus, il n'y aura pas d'accord. Si les Américains ne lèvent pas les sanctions sur les exportations d'énergie iranienne, il n'y aura pas d'accord. Et quel levier a l'Iran? Il a ses missiles, il a ses drones, il a sa capacité militaire, qu'on a vu à l'œuvre ces 2 dernières semaines. Et il a bien sûr le contrôle du détroit d'Ormuz. Et les Américains sont dans une situation très difficile. Le détroit d'Ormuz a été mentionné hier soir. Le ministre iranien des Affaires étrangères a dit qu'il n'allait pas le faire parce qu'un système de péage serait contraire au droit international. Alors, ils ont trouvé autre chose. Ils parlent d'une redevance à facturer, je ne sais pas, peut-être une taxe environnementale ou une taxe administrative. Peu importe, ils vont prendre l'argent. C'est bien ça le problème. On peut appeler ça un péage. On peut appeler ça une redevance. Comme un péage n'est pas acceptable selon le droit international, ils prendront une redevance. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais en plus, ils auront le contrôle. Autrement dit, les navires israéliens ne passeront pas. Les navires de guerre américains non plus. Les Iraniens empêcheront ce genre de choses. Donc tout sera contrôlé pour s'assurer que l'ennemi ne remilitarise pas le golfe Persique et pour rendre très coûteux le fait d'y acheminer quoi que ce soit vers ses bases. Parce que puisqu'ils ne pourront pas utiliser leurs navires, tout devra être transporté par avion. Et ça rend les coûts beaucoup plus élevés et bien plus difficiles à supporter.
Donc ils auront le contrôle et ils obtiendront leur réparation sous forme de redevances environnementales, de frais d'assurance, de frais de sécurité ou d'une combinaison de tout ça. Oui, le monde a changé. Yeah, the world has changed. Yeah. There are reports on CNN and Oui, il y a des reportages sur CNN et dans le Financial Times à propos des villes souterraines iraniennes. Et selon ces nouveaux rapports, les États-Unis et Israël auraient essayé à plusieurs reprises, plus de 40 fois, d'attaquer l'un des sites à Yazd, sans réussir à détruire la base, cette ville souterraine. Ensuite, jusqu'au tout dernier moment, avant l'annonce du cessez-le-feu, l'Iran tirait depuis cette base en direction des bases américaines dans les pays du Golfe et sur des cibles en Israël. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe en Iran, sur le plan militaire, sur le plan géopolitique, avec toutes les analyses qui circulent au sein de la communauté iranienne, je suis sûr que beaucoup de gens en parlent, comment l'Iran se situe-t-il après, enfin, pas après, mais à la suite de cette deuxième phase de guerre, ces 40 jours de guerre? Je pense qu'avec le temps, l'évaluation va devenir de plus en plus précise parce qu'ils continuent de recevoir des informations. Ils comprennent mieux quelles sont les capacités des États-Unis, ce qui s'est passé pendant la guerre. Ils rassemblent des données. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, une large majorité d'Iraniens pensent qu'ils ont gagné la guerre, et une petite minorité pense qu'ils ne l'ont pas gagnée. Et puis, il y a un certain pourcentage, disons, quelque part entre les deux. Mais une forte majorité est convaincue d'avoir remporté la guerre, et ça les rend beaucoup plus confiants pour l'avenir. Parce que ils savent que toutes les menaces que les Américains ont proférées au cours des 47 dernières années, et pas seulement les menaces, mais aussi toute l'hostilité, les tentatives de coup d'État, les révolutions de couleur, les actes terroristes, les sanctions de pression maximale et même les assassinats ciblés. Tout cela a finalement conduit à une guerre où les Américains pensaient que l'Iran allait s'effondrer. Et pendant la guerre de 12 jours, ça ne s'est pas produit. Et pendant la guerre de 39 jours, non plus. Et dans les deux cas, l'Iran a remporté la guerre de façon décisive. L'Iran a infligé de lourds dégâts aux Américains, de très lourds dégâts. Ce n'était pas une guerre où l'Iran aurait été durement touché, mais aurait survécu et donc gagné. Non, il a causé d'énormes pertes aux actifs américains dans toute la région. Il a détruit toutes leurs bases. Et ensuite, quand les infrastructures iraniennes ont été visées, ils ont détruit celles du régime israélien et des alliés américains dans le Golfe Persique. L'Iran a gagné la guerre et bien sûr a préservé le détroit d'Ormuz et ses principales structures militaires sont toujours intactes. Ces bases souterraines abritent des usines qui elles-mêmes hébergent une grande partie de la force aérienne et de la défense antiaérienne de l'Iran. En d'autres termes, avant cette guerre, l'Iran a déplacé non seulement des installations militaires, mais aussi beaucoup d'infrastructures civiles pour éviter des dégâts majeurs. Il y a donc aujourd'hui de nombreux endroits où des équipements sont stockés en attendant la fin du conflit. Par exemple, même la radio et la télévision ont été vidées. Je suis allé dans un studio pour enregistrer une émission en Iran et on m'a montré qu'ils avaient retiré tous les ordinateurs et les machines qu'ils utilisaient. Et quand la guerre sera terminée, ils les remettront en place, parce que tout ça coûte très cher. Donc, d'une certaine manière, ils ont déjà gagné la guerre. Les Iraniens se sentent confiants. Bien sûr, l'économie ne va pas bien du tout, c'est évident. Ils ont détruit des usines, des écoles, des hôpitaux. Ils ont aussi détruit des usines pharmaceutiques, comme vous le savez. Ils ont visé les habitations, les immeubles. Donc forcément, il y a des dégâts. Et à cause du blocus, on a beaucoup d'inflation.
Mais les gens gardent confiance en l'avenir. Ils sont résilients. Ils savent aussi que la crise économique mondiale devient un problème de plus en plus important. Alors ils restent optimistes pour l'avenir. Et ils exigent que le gouvernement garde le contrôle du détroit d'Ormuz. Certains, en revanche, ne sont pas satisfaits parce qu'ils s'attendent à ce que l'Iran en fasse davantage. Je les croise dans la rue. Et quand je suis dans la rue, certaines personnes sont très inquiètes à propos de cet accord. Mais moi, je pense que c'est un accord correct. Je pense que l'Iran sort gagnant de cet accord. Et ce qui est important, c'est que l'Iran continue de contrôler le détroit d'Ormuz. Si les sionistes insistent pour massacrer des bébés, comme ils aiment le faire, alors le détroit sera fermé. Si Trump dit qu'il ne peut rien y faire, très bien, pas de problème. Mais le détroit sera fermé quand même. Et ainsi de suite. Donc, le contrôle du détroit d'Ormuz restera une sorte de police d'assurance pour s'assurer que les États-Unis respectent leurs engagements. S'ils ne le font pas, très bien, ils le fermeront. Je pense qu'il s'est passé deux choses. En d'autres termes, nous ne tolérerons pas le génocide. Et l'Occident, bien sûr, soutient le génocide. L'Occident soutient l'extermination des enfants libanais et palestiniens. Nous ne l'accepterons pas. Et l'Iran fera en sorte que les États-Unis ressentent la douleur s'ils refusent de l'accepter, s'ils refusent les conditions de l'Iran. Two important outcomes If it doesn't accept Iran's terms. When it comes to I remember, Professor, Je me souviens, professeur, vous savez que j'étais en Iran avant que cette guerre ne commence. J'ai vu ce qui se passait avec les manifestations, les émeutes, tout ce qui se déroulait dans le pays. Et quand je quittais l'Iran, beaucoup de gens étaient inquiets à propos de la guerre. Si la guerre éclatait, quel en serait le résultat? Je pense que ça a été un énorme changement. Cette guerre a profondément marqué les Iraniens sur le plan psychologique. Parce qu'ils se sont dit que les États-Unis n'étaient plus les mêmes qu'avant le début de la guerre. Ils connaissent désormais leurs capacités. Ils sont plus confiants. Ils savent à quel point ils sont capables de se défendre. Ce ne sera pas une question d'envoyer des porte-avions, 2 ou 3. Ça ne veut pas dire que vous allez être vaincu. La guerre, sur le plan psychologique, a un impact énorme sur la société iranienne et sur la façon dont les Iraniens se perçoivent d'eux-mêmes. Je ne parle pas de l'aspect militaire. Je ne parle pas des gardiens de la révolution, ni de l'armée. Je parle des gens ordinaires. Et ça, je pense que c'est une défaite majeure pour les États-Unis, parce que les gens n'ont plus peur des États-Unis. Quelle est votre analyse de cela? Absolument. Et même si beaucoup pensaient qu'on gagnerait la guerre, et moi aussi, je pensais qu'on la gagnerait, je dois dire que j'ai été agréablement surpris qu'on fasse encore mieux que ce que j'imaginais. Je pensais qu'on gagnerait, oui, mais que ce serait plus difficile. Pas que ça a été facile, mais je pensais que ce serait plus dur. Et le fait que la victoire de l'Iran soit aussi nette, aussi décisive, que le monde entier puisse voir clairement qu'il a gagné, ça, c'est énorme. Et bien sûr, le siège a échoué aussi. Ils étaient censés nous affamer, et ils s'en vantaient. Souvenez-vous, des sénateurs allaient à la télévision aux États-Unis pour dire qu'on n'avait plus de nourriture, qu'on mourait de faim, et ils en tiraient une sorte de plaisir, comme ils prennent plaisir à tuer des Palestiniens ou des Japonais, ou à affamer les Cubains. Vous savez, ce sont des gens malades, du genre Epstein. Mais beaucoup de gens pensaient qu'on allait gagner. Mais je crois que tu as tout à fait raison. Au moins la moitié de la population, je ne sais pas, je suppose, je n'ai pas de chiffres précis, mais beaucoup de gens étaient très inquiets. Et je trouve que c'était vraiment intéressant de voir que dès le premier et le deuxième jour après que l'ayatollah Khamenei a été martyrisé,
c'est un grand homme de notre époque, il a changé le monde. Il a changé le cours de l'histoire comme personne d'autre. Même, tu sais, le parrain des néoconservateurs lui-même l'a reconnu. Mais après sa mort, le calme à Téhéran, j'étais seulement à Téhéran à ce moment-là. Bien sûr, j'avais envoyé ma famille vivre dans un autre quartier, loin de moi. Je ne sais pas comment c'était ailleurs, mais à Téhéran, il y a toujours eu du calme. Beaucoup de gens sont partis, mais la ville est restée calme. Et quand on allait au supermarché, il n'y avait pas de foule, pas de pénurie de pain, d'essence ou de quoi que ce soit. Donc même après l'annonce du martyre de l'ayatollah Khamenei, il y avait une certaine sérénité que j'ai trouvée incroyable. Et puis je crois qu'on en a déjà parlé, donc je vais peut-être ennuyer vos téléspectateurs. Mais je pense qu'au bout d'une semaine environ, les gens ont commencé à sentir qu'on était en train de gagner. Et ensuite, ça a continué, encore et encore, et ils étaient de plus en plus convaincus qu'on allait remporter cette guerre. Je crois qu'avec le temps, partout dans le monde, les gens ont commencé à se demander comment font-ils. Et là, on voit bien la résilience du peuple iranien, et bien sûr, celle du Hezbollah. À chaque fois que je pense à ce qu'a fait l'Iran, je pense aussi forcément au Hezbollah. Et les gens, partout dans le monde, devraient apprendre à connaître le Hezbollah, devraient apprendre à connaître l'Iran et comprendre ce qui les rend comme ça. Si d'autres devenaient comme eux, alors l'Empire s'effondrerait. Il fuirait de partout, très vite, tu vois. Donc oui, je pense qu'à la fin de la guerre, beaucoup de gens disaient « Pourquoi avons-nous accepté le cessez-le-feu » Beaucoup de gens le disaient, pas juste quelques-uns, pas une minorité. On aurait dû continuer. Moi, personnellement, je pense que c'était le bon moment. Les Américains ont été forcés d'accepter notre plan en 10 points. C'était une défaite très symbolique, et Trump a été attaqué à cause de ça. Puis plus tard, sa porte-parole a dit « Non, 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 il l'a jeté à la poubelle ou quelque chose comme ça. » Mais pour lui, c'était très humiliant. Et tu sais, ils n'ont fait qu'empirer leur propre situation. Certes, ils ont profité de cette occasion pour massacrer beaucoup de femmes et d'enfants au Liban. Je suis sûr qu'ils en tirent une grande satisfaction. Mais le fait que le régime israélien ait rompu le cessez-le-feu a maintenu le détroit d'Ormuz fermé bien plus longtemps que prévu. Et ça a vraiment poussé le monde au bord du gouffre. Donc, si cet imbécile de Netanyahou s'était engagé à respecter le cessez-le-feu à ce moment-là, le monde ne serait pas dans la situation où il se trouve aujourd'hui. Donc lui et la faiblesse de Trump ont provoqué cette situation pour les États-Unis. Et c'est une défaite bien plus importante, ou du moins, si on la combine avec les 39 jours de combat, cette défaite devient chaque jour un peu plus grande. C'est pour ça que Trump accepte un accord de cessez-le-feu qui est à l'avantage de l'Iran, pas du sien. La question nucléaire et les sanctions seront traitées plus tard. Je ne dis pas qu'on ira même jusqu'à la deuxième phase. Personne ne fait confiance aux États-Unis. Les États-Unis sont un régime peu fiable. Ils l'ont toujours été. Mais sous Trump, c'est devenu une vraie maison de fous. En tout cas, l'accord, à mon avis, est suffisamment bon. Et le deuxième point, c'est la question de ces lignes rouges. Avant toutes ces séries de guerres, il y avait une sorte de ligne rouge entre l'Iran et Israël. Personne n'attaquait l'autre. Mais ces lignes rouges n'existent plus. C'est pour ça que l'Iran a attaqué Israël. Pour la première fois, l'Iran a frappé Israël sans avoir été attaqué par les Israéliens. C'est ça le nouveau calcul dans la région. Je ne sais pas quelle est l'évaluation du côté iranien, parce qu'il ne semble pas que Donald Trump puisse changer ce nouveau calcul que l'Iran a établi, cette nouvelle équation régionale, selon laquelle Israël doit comprendre qu'il ne peut plus agir comme avant. Parce que depuis des décennies, je dirais 2, peut-être 3 décennies, Israël attaque d'autres pays, détruit,
tuent des gens, sans jamais avoir de véritable réponse de leur part. Tout simplement parce que ces pays n'en ont pas les moyens. Ils n'ont pas d'avions de chasse, pas de missiles balistiques. Et Israël, lui, était très puissant, grâce à toutes ces grandes puissances qui le soutenaient. Le plus important, c'est qu'ils n'ont pas la volonté. Ils n'ont pas la résistance, ni la résilience. Je veux dire, le Hezbollah n'a pas beaucoup de ces choses-là non plus. Mais eux, ils tiennent tête au régime. Il y a une différence entre le Hezbollah et ce qu'on voit en Jordanie. Il y a une différence entre le Hezbollah et ses opposants au Liban. Et il y a aussi une différence entre eux et le régime d'Al-Qaïda en Syrie. Eux, ils ont un cadre idéologique, une croyance, qui leur donne une force et une endurance leur permettant de se dresser ainsi. Mais les autres, ils n'ont pas ça. C'est pour ça que je pense que les gens, partout dans le monde, devraient regarder du côté du Hezbollah, de l'Iran, de l'axe de la résistance, pour apprendre d'eux et comprendre ce qui fait qu'ils sont ce qu'ils sont. Voici ce que le Premier ministre du Pakistan vient de publier sur les réseaux sociaux. Nous sommes plus proches que jamais d'un accord de paix, dont la finalisation est probablement attendue dans les 24 prochaines heures. Le Pakistan se prépare à la signature électronique de l'accord immédiatement après, suivi de discussions techniques la semaine prochaine. Nous tenons à remercier les États-Unis d'Amérique et la République islamique d'Iran pour leur engagement constant pendant les négociations, et nous exprimons notre profonde gratitude à nos frères de la région pour leur soutien. Nous sommes convaincus que cet accord de paix historique constituera une base solide pour une paix durable. Sommes-nous vraiment aussi proches que ça? Ce n'est pas impossible, même si, quand Trump a parlé d'une rencontre dimanche, c'était clair que ça n'allait pas se faire. Et bien sûr, je l'ai tweeté. Hier soir, le ministre des Affaires étrangères a dit que les signatures auraient lieu alors que les deux parties sont encore très éloignées, géographiquement parlant. Donc, on verra. Je ne sais pas si ce sera demain. Je ne connais pas le moment exact, mais je sais qu'il travaille dessus depuis que Trump a reculé face à Biden. C'était quand? Déjà? Mercredi, non? Quand la délégation qatari est venue en Iran pour informer les Iraniens que Trump avait renoncé à ses nouvelles exigences, là, les choses ont commencé à bouger, parce qu'on était proches. Toi et moi, on en a parlé plusieurs fois. On était déjà proches. Et si les gens sont aussi sceptiques, c'est justement parce qu'on était proches et que Trump s'est retiré. Il a dit « Non, je ne vais pas rendre les avoirs iraniens. Non, je ne vais pas lever les sanctions. Non, tout ça, c'est n'importe quoi. » Et un point intéressant, c'est que c'est pas ce qu'elle a dit. Si l'Iran accepte de régler l'enrichissement à 60%, ça se fera en Iran. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils devront utiliser leurs installations d'enrichissement pour inverser le processus, pour redescendre à 20% ou à 3,67%. Donc en réalité, les Américains vont devoir gérer ça. Ils vont devoir traiter la question de l'enrichissement en Iran. Et souvenez-vous, certains diront, pourquoi l'Iran se débarrasserait-il de l'uranium enrichi à 60%? L'Iran n'a enrichi au départ que pour avoir un moyen de pression. Et souvenez-vous, on avait le JCPOA. Obama a trompé l'Iran. L'accord n'a jamais été appliqué correctement. Ensuite, Trump a déchiré l'accord. Et puis les Européens, avec leur lâcheté et leur diplomatie inutile, ont obéi à Trump. D'abord, ils ont dit non, on va trouver une solution. Mais en réalité, ils ont simplement obéi à Trump. Ils ont donc imposé des sanctions de pression maximale, alors même que l'Iran respectait l'accord. Et l'Iran a continué à s'y tenir pendant 2 ans, après que les États-Unis ont déchiré cet accord. Ensuite, l'Iran a relancé son programme nucléaire. Et quelque temps plus tard,
il a enrichi l'uranium à 60% comme moyen de pression à la table des négociations. C'est ça le levier. Dès le départ, c'était le calcul iranien. Donc, si l'Iran ramène cet uranium à 20% ou à 3%, il doit le faire dans ses installations d'enrichissement. Et à ma connaissance, c'est comme ça que ça fonctionne. Depuis le début, tout l'objectif était d'obtenir des concessions grâce à l'enrichissement de l'uranium à 60%. Je crois qu'hier, j'ai parlé avec l'ambassadeur Chas Freeman. Et souvenez-vous, pardon, Nima, désolé de t'interrompre. Souviens-toi, la prochaine étape, à l'Ouest, on ne cesse de dire que c'est là qu'on parlera du programme nucléaire. Eh bien, à ce moment-là, on parlera aussi de toutes les sanctions. S'ils le veulent, ce ne sera pas juste une discussion du genre « Bon, qu'est-ce que vous allez faire avec ça ?» Les Iraniens vont répondre « Et vous, qu'est-ce que vous allez faire avec toutes ces sanctions ?» Donc, ça ne va pas être agréable pour les États-Unis à la table des négociations. Et n'oubliez pas, le détroit d'Ormuz est sous le contrôle de l'Iran. Les avoirs iraniens gelés aussi, ils seront inclus dès la première phase, au moment où ils signeront ce protocole d'accord. Alors, plus tard, ce qui est vraiment déroutant, professeur Marandi, c'est qu'après avoir signé le protocole d'accord, ils vont encore avoir environ 60 jours de négociations pour parvenir à l'accord final. Est-ce que c'est ça, le calcul du côté iranien et du côté américain? Oui, mais personne ne sait ce qui va se passer, Nima. On ne sait même pas si l'accord va être signé. Rien n'est sûr. C'est Donald Trump. C'est, tu sais, le président du chaos, la Maison-Blanche transformée en asile, tu vois. Alors, qui peut savoir? Et puis même si c'est signé, qui sait si ça va durer une semaine, peut-être 2, 3 semaines. Et puis tu sais, hier soir j'étais dans la rue et des gens sont venus me voir en me disant « Et si tu vois, ils ne respectent pas l'accord. » Ils ne le font pas. Dans ce cas, l'État ne reste pas ouvert. Et la preuve, c'est que quand le régime nazi, le régime de Netanyahou, a bombardé massivement le Liban, juste pour faire capoter le cessez-le-feu, l'Iran a dit très bien, ces navires ne passeront pas par le détroit d'Ormuz. Et c'est là que tout s'est joué. Et regardez, ça fait quoi presque 2 mois maintenant depuis cet épisode. Donc merci Netanyahou. Si Trump ne tire pas fermement sur la laisse de Netanyahou, on n'aura pas d'accord. Ces navires ne passeront pas. Et s'ils commencent à passer, ils seront arrêtés. Et si après une semaine de passage, ils font échouer l'accord, alors ils bloqueront à nouveau les navires. L'Iran compte les toits. Donc les Américains, s'ils ne veulent pas que leur économie s'effondre, ils devraient agir. Et ils devraient commencer à réfléchir à la façon d'empêcher Netanyahou de massacrer tous ses enfants. Il y a eu des informations selon lesquelles, après l'attaque israélienne contre l'Iran, l'un des pays du Golfe aurait interdit son espace aérien à Israël. Est-ce que ce pays, c'est l'Arabie saoudite? Pour Israël. Oui, parce que lors de la dernière attaque israélienne contre l'Iran, après l'attaque iranienne contre Israël dans le nord du pays, Israël a répliqué. Ensuite, un des pays du Conseil de coopération du Golfe a été mentionné dans les médias. On disait que ce pays avait interdit son espace aérien à Israël. Vous pensez que c'était l'Arabie saoudite? Parce que pour moi, l'Irak n'a pas vraiment les moyens d'interdire son espace aérien. Donc, Israël peut toujours utiliser l'espace aérien irakien. L'Irak, malheureusement, n'est pas indépendant. Les Américains contrôlent sa banque centrale. Ils contrôlent son financement.
Mais vous parlez d'Israël ou des États-Unis? Parce que les Saoudiens et les autres ne permettraient jamais ouvertement aux Israéliens d'utiliser leur espace aérien. Les Américains, eux, utiliseraient cet espace aérien. Les Américains pourraient s'en servir pour ravitailler les avions israéliens, au maximum. Mais les Israéliens ne survoleraient pas ces pays pour attaquer l'Iran. Je veux dire, ils laisseraient les Américains survoler et bombarder l'Iran, mais pas les Israéliens. Donc je ne vois pas en quoi ce rapport est important. Je ne pense pas que les Saoudiens ou les Koweïtiens aient jamais autorisé les Israéliens à utiliser leur espace aérien pour bombarder l'Iran. Mais ils le permettraient aux Américains. Je pense que c'est là le point essentiel pour l'Iran. Sans les États-Unis, pour faciliter, participer et aider Israël, ils ne pourront pas envoyer leurs avions de chasse attaquer l'Iran. Ah oui, sans aucun doute. Ils utilisent les avions ravitailleurs en vol pour se réapprovisionner. Et puis, il y a les systèmes radars en Turquie, les avions AWACS en Turquie et tout le reste. Mais ce que je peux dire, c'est que les Iraniens ont fait quelques progrès dans leurs négociations avec les pays du Golfe Persique. L'Iran leur parle directement, en tête-à-tête. En ce moment, les Saoudiens et les Qataris sont d'un côté, les Émirats d'un autre, et le Koweït et Bahreïn encore ailleurs. Je pense qu'à l'heure actuelle, les deux pays avec lesquels l'Iran est particulièrement mécontent, ce sont Bahreïn et le Koweït. Mais les Émirats ont un peu changé de position, et les Saoudiens comme les Qataris ont bougé davantage que les autres. Mais si les États-Unis attaquent l'Iran, et si à l'avenir, les infrastructures vitales de l'Iran sont visées, eh bien l'Iran ripostera contre tous ces pays et contre le régime israélien. Donc oui, les progrès sont positifs, c'est une bonne chose. Espérons qu'ils continueront dans cette direction. Mais on n'en est pas encore au point où ils retireraient les forces américaines de leur territoire et se comporteraient comme des pays normaux. Ils n'en sont pas encore là. Il y a eu une rencontre entre Al-Jolani, la Syrie, et le Premier ministre du Liban, au cours de laquelle, de façon assez surprenante, Al-Jolani a conseillé au Premier ministre libanais de ne pas négocier avec les Israéliens. Parce que selon lui, ça ne sert à rien de négocier. Vous savez, dans le cas de la Turquie et de la Syrie, je pense qu'Israël, avec le temps, commence à comprendre que ce qui se passe là-bas ne va pas vraiment dans son intérêt. Parce que souvenez-vous, après la chute de Bachar al-Assad, ils pensaient que tout allait tourner à leur avantage. Mais je crois que, comme on l'a vu lors de la dernière rencontre, ce n'est pas le cas. D'après son expérience d'ailleurs, il négociait et faisait des concessions à Israël pendant qu'Israël attaquait la Syrie en même temps. Je pense que c'est simplement le résultat de son expérience des négociations avec les Israéliens et avec les Américains sous l'administration Trump. C'est pour ça qu'il donne ce conseil au Liban. Peu de gens ont autant aidé le régime israélien que le dirigeant du Qatar et l'actuel président de la Turquie. Peu ont fait plus que cela pour aider Netanyahou. Et avec la destruction de la Syrie, la situation est devenue bien plus difficile pour la résistance. Al-Jolani, le chef d'Al-Qaïda, ou ancien chef de l'État islamique en Syrie, a bloqué la frontière entre la Syrie et le Liban, simplement pour s'assurer que l'Iran ne puisse pas faire passer de l'aide en contrebande. C'est le rôle qu'il a joué pendant cette guerre. Et pourtant, lui, en tant que pantin et imbécile qu'il est, au lieu de profiter de cette occasion, de ces 3 mois de guerre où le Hezbollah se battait et attirait les forces du régime israélien, alors qu'une grande partie de ses forces était en Cisjordanie, à écraser la population palestinienne et à étouffer les habitants de Gaza, il aurait pu déployer tous ces fous de Daesh et d'Al-Qaïda pour combattre Israël.
créer leur propre résistance et submerger les Israéliens, qui avaient déjà bien assez de difficultés au Liban. La quantité de territoires pris en Syrie, et surtout l'importance de ces territoires, est énorme. Mais il ne l'a pas fait. Et s'il l'avait fait, l'Iran l'aurait aidé. S'il avait choisi de résister au régime israélien, malgré son passé sinistre, l'Iran l'aurait soutenu, sans aucun doute. Mais la Turquie, sous Erdogan, non. En revanche, l'Iran, oui. Le Hezbollah, oui. La résistance en Irak aussi. Mais lui, non, il n'a rien de tout ça. Oui, alors le rapport dont vous parlez vient bien sûr du journal Al-Akhbar. Al-Akhbar est proche de la résistance. Ils ont de très bonnes sources. C'est un très bon journal. Je recommande, pour ceux qui veulent des nouvelles du Liban, je parle du Al-Akhbar libanais parce qu'il y en a plusieurs. C'est une bonne source d'information. Mais oui, en gros, il a dit au Premier ministre libanais que les Israéliens nous avaient écrasés à la table des négociations et que si on suivait cette voie, c'est ce qui arriverait. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc, vous savez, une fois qu'on rejoint le camp américain, on devient subordonné à l'Empire. Voilà. Professeur Marandi, une question. Je pense que l'un des objectifs de la délégation qatari lors de sa récente visite en Iran, vous avez mentionné qu'ils essayaient de combler le fossé entre l'Iran et les États-Unis. C'est aussi de comprendre comment ils perçoivent la nouvelle position de l'Iran au Moyen-Orient, en Asie de l'Ouest. Parce que, selon moi, on entre dans une nouvelle ère. Oui, une nouvelle ère. Hier, j'ai parlé avec l'ambassadeur Chas Freeman. Il a dit que c'est littéralement une nouvelle ère pour l'Asie de l'Ouest, parce que les États-Unis, avec Israël, profitaient jusque-là de leur impunité dans leur guerre. Ils attaquaient sans jamais avoir de véritable réponse d'autres pays. En Irak, en Afghanistan, en Libye, au Liban, à Gaza, en Palestine. Ces jours-là sont terminés. C'est la nouvelle équation au Moyen-Orient. Et comment cela va-t-il être perçu par les pays du Conseil de coopération du Golfe? Je pense que c'est aussi une question importante. L'Iran sait très bien quelles sont ses capacités, que ce soit sur le plan géopolitique ou militaire, mais quelle est la perception du côté du gouvernement qatari ou du gouvernement saoudien? Et quelles sont les communications entre les deux parties, la partie iranienne et celle des pays du CCG? Eh bien, l'Iran ne les considère pas comme un groupe. L'Iran mène des négociations en tête-à-tête, et il y a de grandes différences entre eux. Quant au CCG, le soi-disant Conseil de coopération du Golfe, c'est une blague, franchement. On a bien vu qu'il n'avait aucune capacité réelle. Le pays intelligent, c'était Oman. Les 5 autres ont agi comme des idiots. Mais ils devraient être reconnaissants envers l'Iran. Tout le monde, dans la région et au-delà, devrait l'être. Parce que sans l'Iran, le projet du Grand Israël serait déjà bien avancé vers ses objectifs, au moins à ce stade. Mais l'Iran n'a aucune ambition territoriale contre ces pays. Tout ça fait partie du modèle de propagande qu'ils utilisent depuis longtemps contre l'Iran. L'Iran est expansionniste. L'Iran est chiite. Il cherche à créer un empire chiite. Les Iraniens, dans l'axe de la résistance, en tant que chiites, ont sacrifié plus pour les sunnites que n'importe quel sunnite. Certains disent « Regardez la Syrie, ils ont tué des centaines de milliers de personnes. » Mais ça, bien sûr, c'est absurde. C'est comme les chiffres qu'on nous sort sur les manifestants pacifiques à Téhéran, soi-disant massacrés. Non, en Syrie, l'Iran s'est dressé contre Daesh et contre Al-Qaïda, et c'était la bonne chose à faire. Et c'était aussi contraire aux politiques de l'Empire, ce qui là encore était juste, comme en Afghanistan. En Afghanistan, l'Iran, enfin, qui a créé les talibans? Les services de renseignement occidentaux, le Pakistan, l'argent saoudien, l'argent émirati. Au début, ils étaient meurtriers, ils ont massacré des gens. Mais peu à peu, l'Iran a commencé à nouer des liens avec certains segments des talibans.
et une nouvelle génération est apparue. Bien sûr, nous avons d'énormes désaccords avec eux. Ils n'autorisent pas les femmes à aller à l'école, à travailler, nous rejetons cela totalement, et ils restent intolérants envers d'autres langues, d'autres groupes ethniques, d'autres courants religieux, et ainsi de suite. Mais ce n'est plus comme avant. L'Iran a donc aidé les talibans à expulser les États-Unis. Sans l'Iran, les talibans n'auraient pas pu chasser les Américains. Quand le général Soleimani a été assassiné par les États-Unis, une importante délégation talibane est venue à Téhéran et s'est rendue chez lui. Et donc vous savez, comme en Irak, c'est l'Iran qui a été la force derrière l'expulsion des États-Unis. Alors si quelqu'un dit que l'Iran a eu une attitude sectaire en Syrie, eh bien pourquoi, en Syrie, ces groupes takfiris qui attaquent sans cesse l'Iran sont-ils rejoints par des chiites, des ouzbeks et des tadjiks, certains chiites, ouzbeks et tadjiks, qui étaient liés à l'ancien gouvernement afghan? Parce qu'à ce moment-là, on disait que l'Iran avait aidé à contrer les talibans. Et pourtant, en Afghanistan, on dit exactement l'inverse, que les Iraniens soutiennent les talibans et qu'ils sont contre les locuteurs du persan, les ouzbeks, les chiites. En réalité, pour l'Iran, la question c'est celle de l'empire. L'empire, c'est la racine de notre problème dans cette région du monde. Quand l'empire disparaîtra, beaucoup de choses s'amélioreront. Ce ne sera pas une utopie, bien sûr. Mais l'empire se sert du sectarisme, comme le wahhabisme, le salafisme et tous ces autres groupes criminels, ces bandes armées qui sortent de ces courants, avec cette idéologie takfiri, exactement comme ils le font en Europe, en Amérique latine ou encore en Afrique, avec Boko Haram et d'autres. Tout ça, ce sont des outils. Alors une fois que l'empire ne sera plus là, une grande partie de cet extrémisme s'éteindra, parce qu'ils s'en servent pour monter les gens les uns contre les autres. Une ethnie contre une autre, une nation contre une autre, une communauté, une religion contre une autre. C'est comme ça que l'empire arrive à se maintenir, divisé pour régner. Et en Afghanistan, l'Iran, lui, ne voulait pas nuire aux chiites. Il ne voulait pas faire de mal aux Tadjiks. Il ne voulait pas non plus nuire aux Ouzbeks, ni aux Pashtuns libéraux. Non, la priorité, c'était de se débarrasser de l'Empire. C'est la même chose qu'en Syrie. Regardez la Bosnie, un pays sunnite. Quel pays les a empêchés d'être exterminés? L'Iran. Personne d'autre n'a rien fait. Bien sûr, tous ces sacrifices sont faits pour le peuple palestinien. Les Iraniens ne sont pas des Arabes. Ils sont majoritairement chiites. Et après des décennies de propagande, même beaucoup de Palestiniens ont fini par croire les mensonges et la désinformation diffusée sur l'Iran. Les mensonges que le Qatar, les Saoudiens, les Émiratis et malheureusement aussi les dirigeants turcs ont propagés sur les chiites d'Iran. Qu'on croirait en un autre prophète, en un autre Coran et en toutes sortes d'absurdités. Ils n'arrêtaient pas de promouvoir ça. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, ils s'inquiétaient de la propagation de la résistance. Et ensuite, ils voulaient justifier leur propre complicité avec l'Empire. Quand les gens disent « Regardez le Hezbollah », eh bien, ils doivent répondre que le Hezbollah est mauvais, que le Hezbollah est corrompu, qu'ils ne sont pas comme vous. Comme ça, au lieu que les gens se demandent « Pourquoi vous ne vous comportez pas comme le Hezbollah? Pourquoi vous ne vous comportez pas comme la résistance ?» Ils finissent par dire « Ah, la résistance est mauvaise, corrompue et tout le reste. » Et cela a conduit à leur inaction continue, à leur indifférence. Ces despotes sont restés au pouvoir. Et ça a été efficace, très efficace, depuis très longtemps. Mais on a vu pendant cette guerre à quel point les médias occidentaux ont perdu leur crédibilité. Partout dans le monde, les gens soutenaient l'Iran, et ils continuent de le faire. Dans le monde arabe, malgré tout cet immense appareil médiatique, avec des centaines, voire des milliers de médias financés par ces régimes, les gens applaudissaient les Iraniens quand ils frappaient des cibles américaines ou des cibles liées au régime israélien,
et aussi dans le golfe Persique. L'Empire est bel et bien en train de s'effondrer, à plusieurs niveaux. Merci beaucoup, professeur Marandi, d'être avec nous aujourd'hui. C'est comme toujours un vrai plaisir. Le plaisir est pour moi. Merci beaucoup de m'avoir invité et je remercie aussi votre public pour sa tolérance.